L'amour de jeunesse de ma femme est revenu millionnaire. Elle a demandé le divorce, prétendant qu'on s'était marié trop jeune, et j'ai signé sans hésiter. 6 mois après, il est arrêté pour fraude. Aujourd'hui, elle me supplie de l'aider. Je suis un homme de 35 ans, marié depuis 8 ans. Je pensais que nous avions bâti quelque chose de solide. Nous nous étions rencontrés à la faculté. Nous nous étions mariés à 27 ans. Nous avions acheté une petite maison modeste en banlieue. Nous avions tous les deux des emplois stables, rien d'extravagant, mais nous étions à l'aise. Nous avions prévu de commencer à essayer d'avoir des enfants l'année suivante. Il y a 3 mois, l'amour de jeunesse d'Élodie, Julien, a refait surface. Elle en a parlé avec désinvolture au début. « Oh, mon ex du lycée vient de revenir dans le coin. Il semble très bien réussir, apparemment. » Puis ce fut un café pour rattraper le temps perdu. Puis il l'a invitée à déjeuner. Complètement innocent, bien sûr. Puis un dîner. Puis elle a commencé à s'habiller différemment, un meilleur parfum, de nouveaux vêtements que je ne reconnaissais pas. Je ne suis pas idiot. Je savais que quelque chose se passait. Mais voici le truc, je n'ai pas paniqué. J'ai juste observé. Il y a 2 semaines, elle est rentrée d'un autre dîner amical et m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Celle que j'avais restaurée moi-même l'année précédente, passant mes week-ends à décaper le vieux vernis et à appliquer une nouvelle teinte. Ce détail est important pour plus tard. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Le classique début. J'ai posé mon téléphone et lui ai accordé toute mon attention. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-elle poursuivi. À nous, à notre mariage, et je pense qu'on s'est marié trop jeune. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Nous avions 27 ans. Nous n'avons pas assez profité de la vie. Nous ne savions pas vraiment qui nous étions encore. Et aujourd'hui, j'ai 35 ans et je réalise que j'ai manqué tant de choses. D'accord, ai-je répondu. Elle a cligné des yeux. D'accord, oui, si c'est ce que tu ressens. D'accord. Elle avait l'air décontenancée, comme si elle s'attendait à ce que je me batte pour la garder. Je pense qu'on devrait se séparer, peut-être divorcer. J'ai besoin de savoir qui je suis en dehors de ce mariage. C'est à cause de ton ex du lycée? Elle a rougi. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est à propos de moi, de nous. C'est juste que nous ne sommes plus faits l'un pour l'autre. Très bien. J'appellerai un avocat demain. À cela, elle a eu l'air sincèrement choquée. Tu ne vas même pas essayer de sauver notre relation? Je l'ai regardée, vraiment regardée. Tu es assise là à me dire que tu ne veux plus être mariée. Tu sors avec un autre homme depuis des semaines. Qu'est-ce que je suis censé sauver exactement? Je pensais juste que tu t'en soucierais un peu plus. Je m'en soucie assez pour ne pas faire traîner les choses. Tu veux partir, tu pars. C'est simple. Elle est devenue défensive. Tu es incroyablement froid à propos de tout ça. Tu veux que je pleure et que je te supplie? Ça n'arrivera pas. Tu as fait ton choix. Je le respecte. Cette conversation a eu lieu un mercredi. Le vendredi, j'avais contacté 3 avocats spécialisés en divorce et en avais choisi un. Mon ami, qui avait traversé cela, m'avait recommandé un homme direct qui ne faisait pas traîner les choses inutilement. Nous avons opté pour un divorce à l'amiable. J'ai accepté de tout partager à 50-50e pour que ça aille vite. Elle a déménagé 2 semaines plus tard. Elle est retournée vivre chez ses parents pour faire le point. Oui, bien sûr. J'ai vu sa story Instagram dans un restaurant chic ce week-end-là. La montre de son ex était clairement visible sur la photo où il tenait des flûtes de champagne. Le divorce a été rapidement prononcé car aucun de nous ne l'a contesté. La maison a été mise en vente. Nous avons divisé notre compte d'épargne en 2. Elle a gardé sa voiture. J'ai gardé la mienne. Pas d'enfants, pas d'animaux, juste des biens à diviser. J'ai gardé une chose, cependant, cette table de cuisine que j'avais restaurée. Elle n'en voulait pas de toute façon. Elle a dit qu'elle était trop rustique pour sa nouvelle esthétique. J'ai aussi gardé tous mes outils de menuiserie et mes projets en cours du garage. Elle les appelait des « babioles de loisirs ». 1 mois après son départ, j'ai vu que son statut Facebook avait changé pour en couple. Elle avait tagué son ex, Julien.
Les commentaires étaient remplis d'amis les félicitant, disant qu'ils étaient faits l'un pour l'autre et qu'ils avaient enfin retrouvé leur chemin. Sa mère m'a appelé, « Tu ne vas vraiment pas te battre pour elle ? Elle ne veut pas qu'on se batte pour elle. Elle veut être avec lui. Je la laisse faire. Tu abandonnes trop facilement. Ou bien je respecte sa décision comme un adulte. » Sa mère a soupiré et a raccroché. Le divorce a été finalisé il y a 6 semaines. Nous avons chacun reçu environ 85 000 € de la vente de la maison après avoir remboursé le prêt immobilier et les frais d'agence. Nous avons divisé les meubles sur lesquels nous n'étions pas d'accord en négociant par SMS. Elle a pris tout l'ensemble de salon. J'ai pris les meubles de chambre et mes affaires d'atelier. J'ai emménagé dans un petit appartement de 2 pièces plus près de mon travail. J'ai passé un week-end à aménager mon espace de menuiserie sur le patio couvert. J'ai commencé à prendre des commandes de meubles sur mesure via les réseaux sociaux. Il s'avère que les gens aiment vraiment les choses faites à la main. La vie était calme, pas désagréable, juste différente. Et puis hier, cela s'est produit. Les choses ont pris une tournure intéressante. Mon ex-femme, Elodie, vivait sa meilleure vie sur les réseaux sociaux. Chaque publication parlait de son incroyable homme, de leur rendez-vous incroyable, de leur style de vie luxueux. Elle est passée de notre modeste existence de banlieue à des photos de sacs à main de marque et de week-end dans des complexes hôteliers. Son ex conduit une Tesla, porte des costumes hors de prix, l'emmène dans des endroits où un seul repas coûte plus cher que ce que nous dépensions en courses en un mois. Elle a posté un message disant quelle réussite il était. Un homme autodidacte qui avait bâti sa fortune grâce à des investissements intelligents et des entreprises florissantes. Pendant ce temps, j'étais assis là, mangeant des restes de pizza et construisant une bibliothèque pour mon voisin. Ses amis étaient impitoyables sur les réseaux sociaux. J'ai vu des commentaires sur ses publications comme « Tu as l'air tellement plus heureuse maintenant. C'est vraiment ce que tu mérites. » Une de ses cousines a carrément écrit « Enfin, avec quelqu'un qui peut te donner la vie que tu aurais dû avoir, peu importe. » J'ai mis son compte en sourdine partout, mais je ne l'ai pas bloqué. La bloquer aurait donné l'impression que je m'en souciais trop. En réalité, ma vie s'est améliorée d'une manière étrange. J'ai commencé à aller à un atelier de menuiserie partagé 2 fois par semaine. J'y ai rencontré des gens sympas. Un gars m'a appris des techniques d'assemblage avancées. Une femme de l'atelier m'a présenté sa sœur célibataire la semaine dernière, mais je ne suis pas encore prêt pour ça. Je me concentre sur moi-même. J'ai décroché une grosse commande, une table à manger sur mesure pour un client qui a vu mon travail en ligne. 2 400 € pour les matériaux et la main-d'œuvre. J'y ai passé 3 semaines, travaillant le soir et le week-end. La satisfaction de créer quelque chose de mes propres mains l'emporte de loin sur le fait de faire défiler les réseaux sociaux et de regarder mon ex faire semblant d'avoir une vie parfaite. Mais voici où les choses sont devenues étranges. Sa mère m'a appelé il y a 2 semaines. Cela m'a pris au dépourvu car nous n'avions pas parlé depuis ce premier appel téléphonique. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé. Elle avait l'air sincèrement inquiète. « Je vais bien. Je suis occupée. »« C'est bien. C'est vraiment bien. » Un silence. « Tu lui as parlé dernièrement ? » « Non. Pourquoi ferais-je ça ? » Elle semble différente ces derniers temps. « Différente comment ? » Juste stressée. Elle dit que tout va bien, mais je peux dire que quelque chose la tracasse. Eh bien, elle a son petit ami qui a réussi. Je suis sûr qu'ils s'en sortiront. La mère a soupiré. Je sais que tu penses que j'ai pris son parti dans tout ça. Tu as pris son parti. Je soutenais ma fille. Mais entre nous, je n'ai jamais aimé ce garçon qu'elle fréquentait au lycée. Il y a toujours eu quelque chose de louche chez lui. Intéressant timing pour cette révélation. Ce n'est plus mon problème, ai-je dit. Je sais. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu étais un bon mari. J'espère que tu le sais. L'appel s'est terminé et je suis retourné poncer un pied de chaise. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à il y a 3 jours. J'étais à la quincaillerie pour acheter de la teinture quand j'ai rencontré un ancien partenaire commercial de son ex. Je le sais parce qu'il m'a vu, m'a fixé et s'est approché. « Tu étais son ex-mari, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Oui, mec. Tu as échappé à une balle. » Il s'avère que les affaires de son homme étaient super louches.
Ce type avait fait équipe avec lui sur un projet d'investissement immobilier qui avait mal tourné. Il a dit qu'il avait à peine récupéré son investissement initial et que toute l'opération semblait limite illégale. Je ne peux rien prouver, a-t-il dit. Mais je parierais ma vie qu'il s'agit d'une escroquerie. Tout n'est que poudre aux yeux. Les voitures, les vêtements, le style de vie, tout est à crédit. Le gars est probablement endetté jusqu'au cou mais fait bonne figure. Je l'ai remercié pour l'info et je suis parti. Je ne savais pas vraiment quoi en faire. Ce n'est plus mon affaire, pas mon problème, n'est-ce pas? J'ai terminé ma table sur mesure. Le client l'a adoré. J'ai posté des photos de la pièce finie et j'ai reçu 3 autres demandes de devis. Apparemment, on peut bien vivre de la fabrication de meubles sur mesure si l'on sait ce que l'on fait. La vie n'était honnêtement pas mauvaise, paisible. Et puis hier matin, mon téléphone a sonné à 6h45 du matin, d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Allô, c'est moi. La voix de mon ex-femme tremblait. Pourquoi appelles-tu d'un numéro que je ne connais pas? Ma ligne a été coupée. J'utilise le téléphone d'une amie. Alerte rouge. D'accord. On peut se rencontrer? J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Nous sommes divorcés. Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît. C'est urgent. Juste un café, 1 heure. Quelque chose dans sa voix m'a fait accepter. La curiosité peut-être, ou la stupidité. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant près de chez ses parents. Elle avait l'air épuisée, ses cheveux décoiffés comme d'habitude, pas de maquillage, vêtue d'un jean et d'un sweat à capuche au lieu de ses vêtements de marque Instagram. Elle a commandé un café et n'y a pas touché. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. J'ai fait une erreur. Tu ne dis pas. D'accord. Avec lui, avec le divorce, avec tout. J'ai pris une gorgée de café. J'ai attendu. Il n'est pas celui que je pensais. Les entreprises, l'argent, rien de tout ça n'est réel. La plupart est emprunté ou je ne sais pas. C'est compliqué. Et pourquoi me dis-tu ça? Parce que j'ai besoin d'aide. Et voilà. Je lui ai donné 50 000 euros, a-t-elle lâché doucement. J'ai failli recracher mon café. Tu as fait quoi? C'était ma part de la vente de la maison. Il a dit qu'il avait une incroyable opportunité d'investissement, des rendements garantis, que je doublerais mon argent en 6 mois. Tu as donné 50 000 euros à ton ex du lycée, basé sur quoi exactement? Il m'a montré des papiers. Ça avait l'air légitime. Il fait ça depuis des années. Il sait ce qu'il fait. Apparemment non. Ses mains tremblaient. Je ne peux pas récupérer l'argent. Il ne cesse de dire que c'est lié à l'investissement. Que ça va bientôt mûrir. Qu'il faut juste être patiente. Mais cela fait 2 mois et j'ai besoin de cet argent. Il ne me reste que 35 euros et le loyer me tue. Quel loyer? Je pensais que tu vivais avec lui. Elle a baissé les yeux. Oui, mais on s'est disputé à propos de l'argent et je suis parti. J'ai pris mon propre appartement parce que je ne voulais pas avoir l'air désespéré. L'ironie de la situation était incroyable. Donc, tu as dilapidé l'argent de ton divorce dans un appartement de luxe et un mauvais investissement, et maintenant tu es fauché. Je ne suis pas fauché. J'ai juste besoin de récupérer une partie de cet argent pour couvrir mes dépenses jusqu'à mon prochain salaire. Cela n'explique toujours pas pourquoi tu m'as appelé. Je pensais que tu pourrais lui parler d'homme à homme. Lui expliquer que j'ai vraiment besoin de récupérer cet argent. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu veux que je t'aide à récupérer l'argent que tu as investi avec le type pour qui tu m'as quitté? Il n'est plus mon homme. Nous avons rompu. Ce n'est toujours pas mon problème. Tu as toujours su parler aux gens. Tu es raisonnable. Peut-être qu'il t'écoutera. Non, s'il te plaît. Je ne sais plus quoi faire. J'ai une idée, prends un avocat. S'il a pris ton argent sous de faux prétextes, c'est une fraude. Je ne peux pas me permettre un avocat en ce moment. Alors, je suppose que tu viens d'apprendre une leçon coûteuse sur le fait de donner de grosses sommes d'argent à un amour de lycée qui exhibe des montres de luxe. Elle a commencé à pleurer. De vraies larmes, pas des larmes manipulatrices. Je pouvais faire la différence.
Je sais que j'ai foiré. Je sais que je t'ai fait du mal, mais je te demande de l'aide. Et je te dis non. Je ne vais pas m'impliquer dans le désordre que tu as créé avec lui. Je me suis levé. J'ai posé un billet de 20 € sur la table pour payer nos cafés. Oublie ce numéro. Je lui ai dit, c'est fini. Je suis parti. 3 semaines plus tard, la situation a dégénéré d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Après notre rencontre au restaurant, elle m'a appelé 6 fois de plus à partir de différents numéros. J'ai décroché les 2 premières fois pour lui dire d'arrêter d'appeler. Puis j'ai commencé à l'ignorer. Finalement, je lui ai envoyé un SMS, « Contacte-moi une fois de plus et je déposerai une plainte pour harcèlement ». Cela m'a valu une semaine de silence. Et puis sa mère a rappelé. Elle est en difficulté, a-t-elle attaqué sans préambule. De gros problèmes. Ce n'est pas mon affaire. Elle a perdu 50 000 € à cause de ce salaud. Elle te l'a dit? Oui. Et je lui ai aussi dit que ce n'était pas mon problème. C'est ta femme. Mon ex-femme. Très ex. Elle a fait une erreur. Tout le monde fait des erreurs. Bien sûr. Et tout le monde doit faire face aux conséquences. Elle a choisi de quitter notre mariage pour ce type. Elle a choisi d'investir son argent avec lui. Elle a tout choisi de A à Z. Je choisis de ne pas m'impliquer. Tu es cruel. Je pose des limites. Il y a une différence. Sa mère a essayé de me culpabiliser pendant encore 10 minutes avant que je ne mette fin à l'appel. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message Facebook de la meilleure amie de mon ex. Nous nous entendions bien pendant mon mariage, mais je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis le divorce. Salut, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de qui que ce soit de son cercle, mais j'ai pensé que tu devrais savoir ce qui se passe réellement. Contre mon meilleur jugement, j'ai continué à lire. Il s'est avéré que c'était pire que ce que mon ex m'avait avoué. Elle n'avait pas seulement investi 50 000 € avec son homme. Elle avait également co-signé un contrat de leasing pour une voiture de luxe à 800 € par mois et l'avait ajouté comme utilisateur autorisé sur ses cartes de crédit. Il avait accumulé 15 000 € de frais et elle lui avait prêté 10 000 € supplémentaires en espèces pour des dépenses professionnelles. Grand total, environ 75 000 €, sans compter la dette de carte de crédit qui ne cessait de s'accumuler. Son ex avait apparemment fait le même coup à 2 autres femmes au cours de la dernière année, promesse de rendement sur investissement, un style de vie luxueux, puis silence radio quand les choses devenaient difficiles. Il était déjà passé à autre chose avec une fille de 23 ans qu'il avait rencontrée à la salle de sport. Elle est complètement détruite financièrement, a écrit son ami. Elle a dû retourner vivre chez ses parents. Elle peut à peine faire les paiements minimums sur ses cartes. Elle est trop fière pour déposer le bilan personnel, mais c'est là qu'elle se dirige. Je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction, aucune pitié, absolument rien. Merci pour l'info, ai-je répondu. Mais je ne peux pas l'aider. Elle ne te demande pas de résoudre le problème. Elle a juste besoin de parler à quelqu'un qui s'y connaît en finance. Tu as toujours été doué avec l'argent. Je suis doué avec l'argent parce que je n'investis pas mes économies avec des escrocs. Son ami n'a pas répondu après ça. Le week-end est arrivé et j'avais prévu d'installer des étagères sur mesure dans mon appartement. J'avais acheté du magnifique bois d'érable. J'avais planifié tout le design, un travail thérapeutique. Le dimanche après-midi, ma sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas, mon ex-femme Élodie avec son père. J'ai ouvert la porte mais ne les ai pas invités à entrer. Il faut qu'on parle, a dit son père. Il avait toujours été la voix de la raison dans sa famille, à propos de l'aider à résoudre ce désordre. Non, écoutez-moi. Je ne vous demande pas de lui donner de l'argent. Je vous demande de venir avec moi parler à ce type pour le convaincre de rendre au moins une partie de ce qu'elle lui a donné. Et pourquoi m'écouterait-il? Parce que tu es calme, logique. Tu peux lui expliquer que ce qu'il a fait est mal sans que ça ne devienne émotionnel. J'ai failli refermer la porte. Presque. Qu'est-ce que j'y gagne, ai-je demandé. Son père a eu l'air surpris. Tu aiderais quelqu'un que tu as aimé. Aimé. Au passé. Elle a été très claire sur le fait que c'était fini entre nous. Mon ex a avancé. Je te paierai 1 000 € si tu m'aides à récupérer ne serait-ce qu'un peu de l'argent. Tu viens de me dire que tu étais fauché.
Mon père te paiera. Son père lui a jeté un regard noir mais n'a pas nié. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit. Vous voulez me payer 1000 € pour m'aider à récupérer l'argent que vous avez investi avec le type pour qui vous m'avez quitté? Parce que vous ne pouvez pas vous permettre un avocat pour le faire correctement. Oui. L'audace de la demande était impressionnante. Voici ma contre-offre, non. Son père a essayé de négocier. Et si on en faisait 2000 €? Et si vous respectiez mes limites et que vous partiez? Tu sais quoi? Je me suis trompé sur toi, a claqué mon ex. Je pensais que tu étais une bonne personne, mais tu n'es qu'un homme mesquin et vindicatif. Tu aimes me voir souffrir. Je ne te regarde rien faire. Je vis ma vie. C'est toi qui ne cesses de l'envahir. Je t'ai demandé une chose, juste de m'aider à lui parler. Et je t'ai dit non plusieurs fois de plusieurs manières. Combien de façons différentes dois-je le dire? Son père lui a posé une main sur l'épaule. Allons. Ça ne mène à rien. Ils sont partis. Elle pleurait encore. Son père avait l'air épuisé. Je suis retourné à mes étagères. 3 jours plus tard, mon téléphone a commencé à s'illuminer, inondé de SMS de numéros inconnus. Ses amis, ses cousins, ses collègues, tous disant à peu près la même chose, comment peux-tu être si sans cœur? Elle a besoin d'aide et tu n'es qu'un déchet. Tu devais vraiment la haïr pour agir comme ça. J'ai bloqué tous les numéros et désactivé les notifications de messages pour les contacts inconnus. Et puis hier, cela s'est produit. J'étais à l'atelier de menuiserie, enseignant à un débutant comment utiliser une défonceuse quand mon téléphone a commencé à vibrer. C'était mon frère. Je suis sorti pour répondre. Mec, tu regardes les infos? Non. Quoi? Allume-les tout de suite. J'ai ouvert le site d'information locale sur mon téléphone. Le titre, homme d'affaires local arrêté pour fraude à l'investissement. Il y avait une photo de l'ex de mon ex-femme, Julien, menotté. Selon l'article, il avait mis en place un système de Ponzi pendant 2 ans. Il avait escroqué au moins 15 personnes. Il promettait des rendements élevés sur des investissements immobiliers fantômes. Fraude totale estimée, plus de 800 000 €. L'une de ses victimes l'avait finalement dénoncé. La police judiciaire enquêtait depuis 3 mois. Il l'avait arrêté dans son appartement de luxe ce matin-là. L'appartement était loué, au fait. La Tesla était en leasing. Tout n'était que poudre aux yeux, exactement comme son ancien partenaire m'avait prévenu. Je me suis assis dans ma camionnette sur le parking et j'ai lu l'article 2 fois. Mon téléphone a sonné. C'était sa mère. J'ai répondu. Tu as vu, a-t-elle demandé. Oui. Elle lui a donné 75 000 €. La police dit qu'elle pourrait récupérer 30 centimes pour 1 € une fois qu'ils auront liquidé ses biens et indemnisé les victimes. C'est moins de 25 000 €. C'est dur. C'est tout ce que tu as à dire? C'est dur. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que tu vas l'aider? Que tu vas faire quelque chose? Comme quoi? Le type est en prison. La police judiciaire s'en occupe. Je ne peux rien faire. Tu pourrais l'aider financièrement pendant qu'elle se remet sur pied. Et voilà. Nous en arrivions au vrai problème. Non. Elle va tout perdre. Elle ne peut plus payer ses cartes de crédit. Son score de crédit sera ruiné. Elle pourrait devoir déposer le bilan personnel. Ce sont les conséquences de ses choix. Vas-tu vraiment la regarder toucher le fond et ne rien faire? Je ne regarde rien. Je vis ma propre vie. Elle n'est plus ma responsabilité. Elle a été ta femme pendant 8 ans. A été, au passé. Elle a mis fin à tout ça quand elle a décidé que je n'étais plus assez bien pour elle. Sa mère a commencé à sangloter. De vrais sanglots. S'il te plaît. Je te supplie. Donne-lui juste de quoi tenir quelques mois pendant qu'elle trouve quelque chose. 10 000 €, 5 000 €, n'importe quoi. Non. Pourquoi pas? Tu as eu le même montant de la vente de la maison. Tu peux te le permettre. Parce qu'à la seconde où je lui donnerai de l'argent, je deviendrai son plan B, son filet de sécurité, le type vers qui elle peut courir quand elle fait des bêtises. Cela n'arrivera pas. Alors c'est ça? Tu vas juste être cruel?
Je vais être intelligent. Bonne soirée. J'ai raccroché et l'ai bloqué. Cette semaine a été complètement folle. La couverture médiatique de l'arrestation de son ex a dominé les nouvelles locales. Chaque jour apportait son lot de nouveaux détails, de nouvelles victimes se manifestant. Apparemment, il opérait depuis 5 ans dans 3 villes différentes. L'estimation totale de la fraude est maintenant de plus de 2 millions d'euros. Le nom de mon ex-femme est apparu dans un article comme l'une des victimes. Ils n'ont pas utilisé son nom complet, juste ses initiales, mais suffisamment de personnes dans notre cercle d'amis sont au courant. Son Facebook est passé en privé. Son Instagram a disparu. Sa meilleure amie m'a envoyé un autre message, elle fait une dépression nerveuse. Elle ne mange pas, ne dort pas. Elle pleure toute la journée. Ses parents craignent qu'elle ne fasse quelque chose de drastique. J'ai transmis le message à sa mère avec une courte note, si elle traverse une crise, s'il vous plaît, procurez-lui une aide professionnelle. Je ne peux pas être cette aide. Sa mère n'a pas répondu. Il y a 2 jours, mon frère m'a appelé. Tu es tendance dans les groupes Facebook locaux. Apparemment, quelqu'un avait fait une publication sur la situation. Comment mon ex-femme m'avait quitté pour cet escroc, avait tout perdu, et comment je refusais maintenant de l'aider. Les commentaires étaient mitigés. La moitié disait que j'étais sans cœur. L'autre moitié disait qu'elle avait exactement ce qu'elle méritait. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas commenté. J'ai juste laissé les gens parler. Puis hier, j'ai reçu un email de mon ex-femme. Objet, s'il te plaît, lis ceci. J'ai failli le supprimer. La curiosité l'a emporté. C'était long. Des pages entières disant à quel point elle était désolée, à quel point elle avait fait la plus grande erreur de sa vie en me quittant. À quel point elle n'avait pas réalisé ce qu'elle avait avant de le perdre, qu'elle donnerait n'importe quoi pour revenir en arrière et faire des choix différents. Et puis nous sommes arrivés au cœur du problème. Elle avait besoin de 8 000 € pour éviter la faillite. Pourrais-je envisager de lui accorder un prêt? Elle me rembourserait 500 € par mois. Elle avait tout planifié. J'ai fixé cet email pendant 1 heure, repensant à nos années ensemble, aux bons moments, aux soirées tranquilles, aux projets que nous avions faits. Puis j'ai repensé au moment où elle m'avait dit que nous nous étions mariés trop jeunes. À son visage sur ses photos Instagram avec lui, à sa mère me disant que je devrais me battre plus fort pour elle, au fait qu'elle supposait que j'attendrais patiemment si les choses tournaient mal de son côté. J'ai répondu par une seule phrase, je te souhaite le meilleur, mais je ne peux pas t'aider. S'il te plaît, ne me contacte plus. J'ai supprimé son adresse email de mes contacts. J'ai créé un filtre pour archiver automatiquement tout ce qui venait d'elle. Son père s'est présenté à mon appartement ce même soir. Je l'ai observé par le Judas tandis qu'il frappait à la porte pendant 5 minutes. Puis il a glissé une note sous ma porte. La note disait, je sais que tu es en colère. Tu as tout à fait le droit de l'être, mais elle est en difficulté. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, elle ne mérite pas ça. Si tu as encore de la compassion, s'il te plaît, reconsidère. Appelle-moi. J'ai jeté le papier à la poubelle. Ce matin, je me suis réveillé avec 10 appels manqués de divers numéros. Tous ses proches tentaient un dernier effort coordonné pour me faire céder. Je n'ai écouté aucun message vocal. J'ai juste bloqué les numéros. Voici ce qui semble échapper à tout le monde, je ne refuse pas de l'aider par amertume ou par vengeance. Je refuse de le faire parce que l'aider serait la pire chose à faire. Elle a besoin de faire face à tout cela, absolument tout. La ruine financière, la honte, les conséquences de la confiance en un escroc plutôt que dans la stabilité de son mariage. Si j'interviens comme un sauveur avec mon argent, elle n'apprendra rien. Elle apprendra juste qu'elle peut gâcher sa vie et qu'il y aura toujours quelqu'un pour ramasser les morceaux derrière elle. Mon thérapeute oui, j'ai commencé à consulter quelqu'un après le divorce me dit que je fixe des limites saines, que je ne suis pas responsable de résoudre des problèmes que je n'ai pas créés. L'atelier de menuiserie a été mon refuge. J'ai terminé une commande de table basse cette semaine, 1 800 €. Le client veut que je construise des tables d'appoint assorties le mois prochain, et mon carnet de commandes est plein pour les 6 prochaines semaines. J'ai commencé à aller à des soirées jeux de société dans un café local. J'ai rencontré des gens formidables qui ne savent rien du drame de mon divorce. C'est incroyable. J'ai brièvement vu l'Instagram de mon ex avant qu'elle ne supprime son compte.
Sa dernière publication était une citation sur la découverte de ses vrais amis dans les moments difficiles et sur le fait de voir les vraies couleurs des gens. L'ironie lui a complètement échappé. Sa mère a laissé un tout dernier message vocal hier, « J'espère que tu peux te regarder dans le miroir. J'espère que tu es heureux de la voir souffrir. J'espère que le karma te rattrapera. Honnêtement, je dors très bien. Je ne suis pas heureux de la voir souffrir, mais je n'en suis pas responsable non plus. Elle a choisi de quitter notre mariage. Elle a choisi d'ignorer les signes avant-coureurs concernant son ex. Elle a choisi d'investir de l'argent qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. Elle a choisi de se lier financièrement à quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Ce sont ses choix. Les conséquences sont aussi les siennes. Quant à moi maintenant, je suis juste un type qui construit des meubles. J'ai un rendez-vous avec un client demain pour un bureau sur mesure et avec un autre qui se renseigne sur des meubles de cuisine. Il s'avère qu'on peut en vivre décemment si l'on est bon. Je pourrais commencer à donner des cours de menuiserie pour débutants à l'atelier partagé. Le propriétaire me demande d'y réfléchir depuis un moment. La vie n'est pas parfaite. Certains jours, la relation me manque. Il me manque quelqu'un avec qui partager le dîner. Mais ce qui ne me manque pas, c'est de marcher sur des œufs. Ce qui ne me manque pas, c'est de me demander si je suis assez bien. Ce qui ne me manque pas, c'est d'être le second choix de quelqu'un. La maison que nous partagions a été vendue à un jeune couple avec un bébé. Ils m'ont envoyé une photo de la table de cuisine que j'avais restaurée. Elle trône maintenant fièrement dans leur salle à manger avec une chaise haute tirée vers elle. Ils m'ont dit qu'ils adoraient qu'elle soit restée avec la maison. Je ne leur ai pas dit que c'était moi qui l'avais restaurée. Je leur ai juste dit que j'étais content qu'elle ait trouvé une bonne famille. Quant à mon ex-femme, j'espère sincèrement qu'elle s'en sortira. J'espère qu'elle obtiendra l'aide dont elle a besoin. J'espère qu'elle apprendra de tout cela. Mais je ne ferai pas partie de ce voyage. J'ai des meubles à construire et une vie à vivre. C'est amplement suffisant pour moi.